Voilà, donc merci beaucoup, cher frère, d'être là encore Mhm, présent. mhm, Donc, cher frère, pour ce soir, je vais juste revenir sur un article qui a décrit un tant soit peu mhm, le fonctionnement du laboratoire de recherche qui a été mis en Côte d'Ivoire, qui a été mhm. mis en place par la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et vous avez mis le lien Donc, déjà, je pense. ouais, j'ai déjà mis les liens, donc Voilà, il faut je qu'on vais signale ça juste aux gens, voilà, pour qu'ils puissent vérifier avec vous. voilà, donc Mhm, c'est un article qui mhm, date de 2016 mhm, et c'est un article qui fait le diagnostic de la recherche en Afrique. Et mhm, il y a ce laboratoire-là qui est pris en exemple. Donc, comme hier, j'avais brièvement parlé de cela, mhm, j'avais pas beaucoup d'informations là-dessus, donc je comptais lire l'article dans un mhm, premier temps. mhm, Et dans un second temps, je voulais vous poser au moins trois questions sur l'actualité mhm, et après terminer par une petite histoire. mhm. Et l'histoire, c'est de vous raconter, de vous dire pourquoi est-ce que les Sénoufos ont été chassés des Dodi. mosquées à Oudjene et qui Mhm, se sont retrouvés en train de faire entrer les gens à la mosquée. Ça, c'est leur nouvelle fonction mhm, maintenant à mhm, Oudjene. mhm. Donc, du coup, je me lance pour l'article. Ok. Donc, du coup, vous m'entendez toujours, cher frère? Oui, on vous entend. Voilà, effectivement. Donc, du coup, ici, je vais aller à la page. On dit, la recherche coûte cher et les effets sont perceptibles à court, moyen et long terme. Pour la recherche fondamentale, et ceci est rarement compris des politiques en Afrique. De plus, l'environnement actuel et les modes de financement ne permettent pas l'espérance d'une recherche en réponse aux préoccupations sociales et environnementales, et surtout à celles dites libres. Et dans l'article, il y a une très très belle image, la figure 1 qui est renommée de la façon suivante. L'ascension académique est difficile pour les jeunes et surtout les femmes. Mis à part l'effort de quelques pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, récemment la Tanzanie, le Nigeria et l'Éthiopie. L'objectif de 1% du PIB des pays africains consacrés à la recherche est un boulet que traînent les décideurs politiques malgré les stratégies adoptées. Même si les critères sont parfois à questionner, les universités africaines et plus particulièrement les universités francophones sont mal classées au plan international. Il faut arriver à la centaine pour trouver une université africaine. Ceci illustre un tableau peu reluisant pour certains facteurs de développement, santé, sécurité alimentaire. L'Afrique représente 15% de la population mondiale et supporte 25% de la charge globale de morbidité. Pourtant, face à ces grands défis, elle ne concentre que 2% des résultats de la recherche et seulement 1% de capacité au niveau mondial. Maintenant, dans le document, ils ont parlé un peu des obstacles. Je vais rapidement lire les obstacles qui empêchent la recherche en Afrique. Un obstacle, en plus de leurs faibles proportions, les résultats de la recherche sont faibles et inégalement répartis et l'insuffisance de financement dilue la qualité scientifique. Professeur Abegaz, Académie africaine des sciences. Cela s'explique par une infrastructure insuffisante et une pénurie structurelle du personnel scientifique qualifié, avec seulement environ 80 scientifiques et ingénieurs par million d'habitants contre près de 150, 2500 et 4000 respectivement au Brésil, en Europe et aux États-Unis. Il est clairement admis que la recherche est le moteur du développement. Le principal obstacle perçu est l'insuffisance de financement. L'Afrique regorge d'une multitude
d'instituts, de centres de recherche, mais rarement des universités de recherche. Car l'enseignement qui se nourrit de la recherche prime dans les stratégies des institutions académiques et d'évaluation de la science. Nous pouvons résumer les obstacles en Afrique en 3 points. Le premier point, le manque d'expression d'une culture de la recherche. Deuxième obstacle, l'environnement de la recherche peu propice à l'expression des talents. Et en 3, l'absence de mécanismes institutionnels d'accès aux fonds compétitifs de recherche et de la production scientifique. Comme on le voit, les contraintes sont multiples et inégalement réparties. Ces obstacles sont aussi la résultante de la faiblesse des infrastructures et une stratégie de maintenance quasi inexistante. En outre, la formation à la recherche et à la formation à la gouvernance et à l'administration de la recherche sont des limites à une vraie recherche. Donc maintenant, je vais aller rapidement sur le CNRS, pardon, pas le CNRS, excusez-moi, voilà. Cependant, tout n'est pas sombre dans les stratégies de mobilisation des ressources ni dans les capacités de certaines institutions à servir de centres d'excellence de recherche. Nous donnons ici trois exemples qui illustrent les efforts dans l'amélioration du système de recherche en Afrique. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie de ces exemples-là. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire totalise 65 ans d'expérience. C'est un centre de recherche interdisciplinaire ivoiro-suisse avec un mandat régional de recherche sur les questions du bien-être de la population et de la gestion durable de l'environnement. Il a une autonomie et une gestion privée. Son budget annuel de fonctionnement est d'environ 1 milliard de francs CFA, soit 1,6 million de dollars en 2016, dont 30% proviennent de la subvention des deux pays et 70% sont mobilisés par les chercheurs à travers les frais de gestion de projets compétitifs et de services. Le budget global annuel de la recherche en entrée-sortie est évalué à 2 milliards de francs CFA, soit 3,2 milliards de dollars, obtenus totalement sur fonds compétitifs au plan national, africain et international. Le CSRS est à 15% de taux de succès sur les appels compétitifs, ce qui représente un bon niveau si les chercheurs participent à augmenter le dénominateur. Donc, le deuxième centre qui est bien classé, c'est le consortium Afrique One. Est un modèle initié en 2009 par le Wellcome Trust et porté par des Africains dans le cadre de l'African Institution Initiative. Il a permis, grâce à un financement de 4,2 milliards de francs CFA, soit 6,8 millions de dollars, de 2009 à 2015, à 11 institutions africaines, d'améliorer en 5 ans leur performance de recherche, de financement, cela grâce au renforcement des capacités de recherche et à l'amélioration de l'environnement de travail des chercheurs dans le domaine de l'approche One Health ou une seule santé. Donc, dans le document, on a le tableau.
Et dans ce tableau-là, on voit un peu le bilan des performances de ce consortium-là. Donc, les indicateurs sont les suivants. Donc, on a le nombre de projets mobilisés en quantité. En 2016, ils étaient à 138. Montant cumulé. Donc, eux, ils se sont battus, ce consortium-là, ils se sont battus sur le plan international afin de pouvoir avoir des financements dans la recherche. Et le montant qu'ils ont pu mobiliser, c'est 137 millions de dollars en publication, c'est-à-dire les articles qu'ils ont écrits, les livres qu'ils ont écrits, fiches, policy, bref. Donc, en publication, je peux dire, ils sont à 305 publications. Les chercheurs formés, donc ils ont des MSc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon, PhD, je sais que ça c'est côté anglophone. Postdoc, ça c'est les personnes qui ont le doctorat et puis qui continuent après l'obtention de leur doctorat dans la recherche encore. Et ils ont des seniors, ils ont des finances, donc en quantité, ils ont 111 personnes qui forment. Le personnel d'appui technique formé, ils ont 20 personnes. Instituts de recherche engagés en Afrique, donc ils ont 53 instituts de recherche engagés en Afrique. Module de formation de courte durée, c'est-à-dire en parenthèse admin et gestion recherche, il y a 30 en quantité. Sessions de formation en unité, ils sont à 107. Auditeurs des formations, chercheurs et étudiants, ils sont à 723. Ce modèle confirme l'impérieuse nécessité de renforcement des capacités des chercheurs et des institutions africaines et militer pour le transfert du centre de gravité de la recherche africaine en Afrique, comme indiqué par Dr Tom Kariuki de l'Académie africaine des sciences. Et il y a un lien qui est en bas, donc j'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient avoir un peu d'informations encore de cliquer sur le lien afin de pouvoir s'informer plus. Fort de cette expérience unique, un consortium de bailleurs, entre parenthèses WT, DFID, NEPAD, supporte 11 chercheurs africains d'institutions dans le sens de l'accélération de la science en Afrique, avec le développement du leadership de la formation. Donc vraiment, c'est un article qui est très très intéressant, mais c'est un article qui est loin. Les gens peuvent continuer la suite. On peut aller avec les questions. Voilà. Donc du coup, ils peuvent continuer la suite. Donc en gros, comme j'y ai, j'ai pas pu vous donner un peu d'informations sur le centre de recherche qui a été mis en place par la Côte d'Ivoire et la Suisse. Donc, j'avais donné certaines informations, mais je me disais que ces informations n'étaient pas précises. Raison pour laquelle je me suis permis de relire un peu l'article. Donc, hier, chers frères, j'ai lu un peu le commentaire de Madame Aki. Madame Aki avait dit comme ça qu'il y avait un manque de volonté. Vous avez dit, ou plutôt, bon, vous, de votre côté, vous avez dit que ça coûtait très cher les recherches et que ces recherches-là, déjà même les appareils qu'il fallait avoir, même là dans l'article, on lit un peu que ce sont des appareils qui subissent des maintenances. Oui, mais en même temps, je voudrais dire que j'étais d'accord aussi avec elle, parce qu'on peut, en Afrique, on voit surtout des gens détourner des sommes ahurissantes. Effectivement. Et donc, j'étais d'accord, c'est une question de volonté, parce qu'on peut reprendre ces sommes-là en pleine journée en Suisse ou dans les banques pour dire, bon, on veut venir financer en payant des matériels chez nous-mêmes. Donc, c'est une question de volonté. Voilà, effectivement. Donc, c'est une question de volonté. Et donc, ce que moi, je comptais dire à nos autorités, effectivement, il n'y a que la recherche faite par les Africains qui pourront faire qu'on pourra bien se positionner aujourd'hui sur le plan international. Déjà même, on a ces consortiums-là qui existent, qui vont compétir aussi avec d'autres chercheurs du monde et ils arrivent quand même à avoir de l'argent pour financer leurs projets. Parce qu'en matière de recherche, c'est quelque chose qui appartient. C'est les privés qui investissent énormément là-dedans. Donc, si ces chercheurs africains en sont performants, ça sera forcément bénéfique pour l'Afrique. Et là même, on n'aura pas besoin de passer par UNESCO, l'ONU, qui nous maintiennent dans un système dans lequel on ne peut pas s'en sortir. Donc, vraiment, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de rente viagère. Donc, est-ce que nos dirigeants
qu'il fasse quand même un effort sur les rentes viagères de ce qu'ils gagnent là. Même si c'est 2% des rentes viagères qu'ils peuvent mettre dans la recherche en Côte d'Ivoire, vraiment, ça sera salué. Aujourd'hui, on a le budget de fonctionnement de la présidence qui est à 342 milliards. 342 milliards. Vraiment que la présidence fasse quand même un effort. Dans les 342 milliards, on a 942 milliards, on investit dans la recherche en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire regorge énormément de potentialités locales comme internationales pour qu'on puisse toujours dépendre de ces puissances-là. Donc vraiment, c'est un appel que je lance, que vraiment ces derniers-là puissent écouter quand même cet appel-là. Parce que ça sera bénéfique à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens, surtout à tous les Ivoiriens. Mais parce que la Suisse aujourd'hui se lance dans une recherche sur le bien-être de la population ivoirienne. Donc vraiment, la question qu'on se pose, mais pourquoi ils s'intéressent à cette recherche-là pour le bien-être des Ivoiriens? Et depuis 1900, maintenant ça date de 65 ans. Ces résultats des recherches-là, comment est-ce que c'est utilisé? Où ça va? Est-ce que c'est bénéfique pour l'Ivoirien ou pas? Donc vraiment qu'on nous lève un peu le voile sur ce truc-là, afin qu'on puisse, comment dirais-je, on puisse se sentir vraiment à l'aise. Et je profite en même temps de cette phase-là sur la recherche, sur l'excellence, pour féliciter ce digne fils de la Côte d'Ivoire qui allait représenter dignement la Côte d'Ivoire à ce concours mondial de dictée. Et la Côte d'Ivoire est ressortie deuxième de ce classement mondial-là. Et ça a été au Canada. Donc vraiment, chers frères, c'est un enfant qu'il faut féliciter. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui se mettent en congé anticipé, mais il y a des enfants aussi qui font le nécessaire de leur côté afin de pouvoir défendre le pays. Et cet enfant-là, il a félicité. Donc c'est ce qu'on demande à nos différents parents. Cet enfant-là, si aujourd'hui il a pu représenter la Côte d'Ivoire et qu'il a été deuxième en dictée, donc ça veut dire que ces parents-là veulent le bien de cet enfant-là. Donc ça veut dire qu'un enfant, même si l'école en Côte d'Ivoire, ça ne va pas, si vous, les parents, vous prenez votre responsabilité, vous aurez des enfants qui seront meilleurs. Et vraiment éclaireurs, si nous, la classe écolaire, pro-vérité, on pouvait faire un geste quand même pour cet enfant-là, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les plus méritants qui sont félicités. Je sais que cet enfant-là, il va rentrer en Côte d'Ivoire comme si rien n'avait été effectué. Donc, j'attire l'attention de tous ces EPV qui nous écoutent. Faites quelque chose quand même pour cet enfant-là, pour qu'il puisse donner l'envie aux autres enfants aussi de réussir dans leur vie. Parce que nos dirigeants se sont tellement affichés avec des médiocres. Donc, cet enfant-là, vraiment, je compte faire son combat, quoi. Vraiment, il faudrait qu'il soit représenté. Donc, éclairé, j'en ai fini. Les questions que je comptais vous poser, c'était un peu sur l'actualité. L'actualité, j'aimerais savoir quel commentaire pouvez-vous faire du dernier poste de Charles Blé Goubé. Effectivement, dans lequel il essayait de se désengager et donnait l'impression de ne plus être avec Laurent Gbagbo. Mais quand vous suivez très bien, c'est une communication qui est bien maîtrisée parce qu'il ne s'attaque pas directement à Laurent Gbagbo. Oui. Mais en même temps, il dit qu'il n'a plus rien à voir avec lui, que lui-même veut prendre son envol. Mais ce qu'il faut très bien comprendre, malheureusement, vous qui êtes RHDP, qui êtes dans l'euphorie, ne vous trompez pas. Ces personnes ont le même combat, mais sous diverses formes. Et ces personnes, le fond de leur combat, c'est qu'ils n'aiment pas voir quelqu'un d'autre au pouvoir autre que eux-mêmes. Que vous prenez Bédier, que vous prenez X ou Y, ils préfèrent tous voir quelqu'un au pouvoir, mais pas un homme du Nord. Moi, j'enclenche le débat là où ça fait mal. Aujourd'hui, le point commun entre toutes ces personnes-là, quelles que soient les divisions qui pourraient exister entre eux, à la fin de la journée, s'ils peuvent s'accaparer du pouvoir et éloigner un homme du Nord comme le président Ouattara, c'est que son combat est gagné, même si ce n'est pas lui-même. Et aujourd'hui, Blé Goudé ne va pas déroger à cette règle-là. Malheureusement, ça, je préfère dire cette vérité-là. Et donc, ceux qui pensent qu'on aura affaire à un homme qui a changé, je préfère vous dire, malheureusement, on a plutôt affaire à quelqu'un qui veut caresser le pouvoir en place dans le sens du poil et essayer de rentrer. Sinon, il a eu ses passeports.
Il a eu ses passeports. Mais pourquoi il ne rentre pas? Voilà bien la question. Et c'est là que vous vous rendrez compte qu'il y a toujours problème. L'homme, même s'il devrait rentrer, veut chercher d'abord à rentrer dans les bonnes grâces du pouvoir. Et ça, c'est selon moi. Comme il sait que les gens au pouvoir ont besoin de leur notoriété parce qu'eux-mêmes, ils sont complexés, ceux qui sont les dirigeants actuels. Et donc, il suffit de faire quelques belles paroles ou essayer de remuer un peu le buisson pour que les uns et les autres se sentent distraits. Et lui va rentrer. Et une fois rentré, on dit tel père, tel fils, il fera la même chose comme son père. Ok, merci, cher frère. Maintenant, ma deuxième question. Quel conseil pouvez-vous dire aux militants RHDP qui ont décidé de ne plus suivre le direct de certaines personnes? Parce que sur la plateforme Paris, on était un peu partagé là-dessus. Il y a Baptiste de Suisse qui disait, mais si nous n'écoutons pas ces personnes-là, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour ne pas leur répondre, pour leur répondre? Donc, j'aimerais savoir, vous, en tant qu'éclaireur pour vérité, qu'est-ce que vous recommandez aux militants RHDP de faire? Et effectivement, il faut être clair dans la question. C'est-à-dire que les militants RHDP ne devraient pas suivre quelle chaîne, parce qu'il faut être précis pour que je puisse être précis voilà. aussi. Voilà. Non, en fait, c'est par rapport au direct des faux cyberactivistes RHDP. C'est-à-dire des traites qui sont parmi nous, comme Gouza Naounou, comme Johnny Pacheco, comme... Parce qu'il faut dire les choses par leur nom. On n'a pas peur de quelqu'un. Non, j'ai pas peur. En toutes ces idées, j'ai pas peur. Et il faut pas être modeste. Ce sont des malhonnêtes et il faut qu'on le dise clairement comme tel. Parce qu'on a les preuves, on le prouve tous les jours. Ok, ça marche. Voilà. Parce que les autres qui n'ont pas fait d'actes de malhonnêteté, on n'a pas parlé d'eux. Mais une fois que tes actes prouvent que tu n'es pas honnête, mais si toi tu n'as pas eu honte de te montrer ainsi, nous on ne va pas avoir honte de le dire. Si c'est de ces personnes-là que le frère parlait, je lui dis que c'est simple. Vous savez, aujourd'hui, la présence des personnes sur une plateforme, c'est un pouvoir que vous donnez à la personne sans vous en rendre compte. Parce que ces personnes-là, en réalité, ne veulent pas travailler avec leurs 10 doigts. Ces personnes-là monnaient votre présence sur leur site. Et en ne participant pas à leur site déjà, vous leur faites mal parce que vous cassez leur communication. Et ça, c'est le pouvoir que vous qui suivez les plateformes avez. Et donc, en ne participant pas à leur plateforme, vous cassez leur système de communication et l'argent qu'ils pouvaient avoir pour payer peut-être pour se faire plaisir et puis venir vous insulter ou vous narguer. Ça, c'est le premier objectif positif. Deuxième objectif, en les boycottant, il y a un grand avantage. Les plus intelligents parmi eux vont se dire, attends, ceux-là, ils ont de la contenance. Hier, on pouvait les narguer. Hier, on pouvait les prendre comme des safariens, comme on le dit chez nous. Mais aujourd'hui, quand ils ont vu que je ne suis pas dans la droite ligne de la communication correcte, ils m'ont laissé tomber. Donc, ça veut dire que j'ai deux choix. Soit je change ma méthode de communication pour m'adapter à eux. Et donc, ce sont les auditeurs qui auront gagné. Parce que c'est eux qui auront la vérité, ils l'auront imposée. Ça fait un avantage. Ça fera que le cybercommunicant qui sera là va connaître l'importance de ceux qui sont en face et va plus s'amuser à les insulter, à les vilipender et à les prendre comme des personnes qui n'en valent pas la peine et qui sont obligées d'être avec lui. Et donc, s'il y a une question de respect de la personne de soi-même d'abord, tu ne peux pas suivre quelqu'un qui ne te respecte pas. Alors que toi, tu lui donnes de l'auditoire. Tu lui permets de gagner de l'argent en monnayant sa page. Et donc, c'est à ces personnes-là de prendre conscience de leur propre pouvoir. Moi, je ne demande à personne de me suivre. Moi, ma communication, une fois que je l'ai faite là, c'est une puissance. Et pour moi, c'est une puissance dans le présent, mais surtout dans le futur. Donc, moi, je n'ai pas besoin de 1000 vues, 2000 vues. Déjà, on en fait suffisamment. Je ne vais jamais monnayer. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi tu ne monnayes pas, ce n'est pas mon affaire. Et donc, ça, il faut que les auditeurs en tiennent compte. À la question véritable de savoir, si on ne les suit pas, comment on va connaître leur communication? Chers frères, on les suit, mais est-ce que leur mode opératoire a changé? Ils ne font qu'à adapter aux circonstances. Et donc, c'est des personnes qu'on connaît déjà. C'est des personnes qu'on peut anticiper. Mais comme ils sont dans la mauvaise stratégie, c'est à nous de les amener à donc changer. Et donc, je trouve que si eux ne veulent pas changer, vous les laissez tels qu'ils sont et on évolue sans eux. Mais au moins,
vous les aurez mis en quarantaine parce que leurs vidéos ne seront pas partagées comme il se doit. Ils seront mis en minorité et ça va faire que très peu de personnes auront accès à leur communication en temps réel. Et ça va permettre de désintoxiquer les populations au maximum. C'est pourquoi je suis d'accord, je suis de cet avis. Ok, merci, cher frère. Maintenant, dans la restructuration du parti, qu'est-ce que peut-être vous pouvez nous dire sur les cybercommunicants? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place de ce côté-là, si vous avez les informations? Bon, si je parle, est-ce que je ne vais pas trahir des secrets? Il faut laisser ça. Ok, j'ai compris. Donc, voilà. Je sais tout ce qui se passe correctement, je sais ce qui se passe. Voilà, mais sincèrement, donc, si je parle, je n'ai pas envie de trahir certains secrets, sincèrement. Ok, donc je préfère me limiter là. Maintenant, je vais terminer par la note du mot, afin que tout le monde puisse rentrer tranquille, tout le monde puisse terminer une bonne fin de journée. Cher frère. Et pardon, cher frère, avant de te laisser la parole, lorsque tu parlais, je pensais que les textes que tu lisais, les questions seraient en rapport avec. Et donc, par anticipation, je m'étais apprêté aussi à cela. Mais tout ce que tu as dit, c'est bien beau, c'est bien vrai. Mais à la lumière de la réalité, j'ai mis à partir de certains articles, comme par exemple abenafrique.com, les 10 inventeurs africains. J'ai mis aussi blog Mediapart, les 100 inventeurs et savants africains. Et à partir de acgrenoble.fr aussi, les savants et autres. En fait, j'allais profiter de ta question pour démontrer quelque chose aux Africains, comme tu l'as fait avec ce brillant jeune homme qui a fait les dictées. Voyez-vous, l'homme, c'est d'abord l'environnement où il est. Même, regarde en Occident. Les attardés mentaux en Occident, là, il y a beaucoup qui travaillent. Mais pourquoi en Afrique, chez nous, les attardés mentaux ne travaillent pas? Parce que nous-mêmes, notre environnement les a classés comme improductifs. Et donc, si ça, ce sont des gens attardés mentalement, que la société, le milieu arrive à canaliser et à tirer profit d'eux dans le travail, imagine maintenant un homme qui a un quotient intellectuel respectable ou bien équilibré. Et donc, le problème des universités africaines, là, chers frères, est-ce qu'on est obligé d'utiliser les mêmes paradigmes que les Occidentaux? Non. Est-ce qu'on a les mêmes besoins que les Occidentaux? Non. Okay. La question que tu posais là, si tu vois que les centres de recherche comme le CNRA, comme le CN et tout ce que tu as dit, ne prospèrent pas, en fait, ces gens-là, quand les besoins de la recherche concernent les pays africains ou bien les conditions sont réunies dans les pays africains, ils n'ont d'autre choix que de venir là. Et donc, ils nous font croire que c'est une coopération entre les pays et qu'on va partager les connaissances. Mais que vaut réellement la connaissance si vous n'avez pas le matériel pour pouvoir l'utiliser? Et je te donne une anecdote. Tu sais que le problème de l'Iran que tu vois là, en 1978, la France a trahi l'Iran dans le programme nucléaire. Il faut bien te renseigner. La France a fait un travail de partenariat avec les Iraniens. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de partager les connaissances scientifiques, là, les Français ont doublé les Iraniens. C'est ça qui a fait mal aux Iraniens et ils ont développé leur propre chemin sans plus tenir compte de quoi que ce soit que quelqu'un dira. Voilà aussi la vraie réalité de l'histoire qu'il faut raconter. Maintenant, après, on peut me dire, ben, ça, il y a longtemps, mais au moins, voilà ce qui s'est passé. Et je veux que quelqu'un vienne me dire que ça, ce n'est pas vrai. Mais c'est ce à quoi je vais en venir, c'est quoi? Dieu ne peut pas doter un homme de tout, ou même Dieu ne peut pas doter un peuple de tout. Il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Mais ce qui ne peut pas te manquer là, c'est la capacité de pouvoir t'adapter à toi-même. Quand tu es pauvre, il faut vivre selon les moyens de ta pauvreté. Est-ce que ça, tu as besoin de d'autres ressources? Et donc, quand tu es un pays pauvre, un pays africain, et que tu as un environnement, tu peux au moins adapter ton circuit intellectuel et économique à la réalité de ton terrain. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, ces articles-là sont très beaux. Ce n'est pas le contenu même qui m'intéresse, mais c'est l'exemple qui est donné. Quand tu prends par exemple les inventeurs noirs sur abenafrica.com, tu retrouves par exemple sur les 10, tu retrouves un seul qui vient du Nigeria. Et tout le reste vient des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça prouve quelque chose que le monde de la recherche est beaucoup plus libéral aux États-Unis et donc beaucoup plus accessible.
C'est un exemple que je dis, hein, quand je lis et que j'essaie de lire entre les lignes. Et une deuxième chose transparaît dans ce document, quand on fait une lecture rapide, même quand tu as les opportunités, vu qu'il n'y a pas le matériel en Afrique, là, même le seul Nigérien qui est dedans est obligé d'aller partager son savoir ailleurs. Et donc finalement, il ne pourra jamais utiliser ce savoir-là en Afrique. Effectivement. Et donc, la vraie problématique qu'il faut poser, chers frères, ne nous blaguons pas. Les Occidentaux, là, pour qu'ils nous donnent leur technologie et ce qu'il faut, là, ça ne sera pas dans l'amusement. Hein. Parce que s'ils nous donnent ça, eux deviennent quoi? On devient leurs égaux. Ils ne vont pas donner. Mais le problème, là, c'est à nous de nous adapter, de regarder nos contextes et de se dire, bon, puisqu'on n'aura pas les machines et puisqu'on n'a pas les capacités de pouvoir les payer ou les maintenir, regardons notre environnement et adaptons-nous à notre environnement et commençons à faire quelque chose de différent. Si ce différent-là nous marche bien et qu'on s'en sort bien là, est-ce qu'on aura besoin d'eux? Non. Et à partir de là, il y aura une vraie coopération. Sinon, tout le reste là, c'est du vous-vous-là, on a construit un centre ici, on fait des partenariats de recherche, c'est faux. Tout ça, les connaissances se repartent en Occident. Et c'est ce que je voulais ajouter pour essayer quand même d'apporter ma petite contribution. Ok, vraiment merci beaucoup, cher frère. Donc, pour terminer rapidement, cher frère, vous venez pas du Nord, mais je voulais juste, bon, peut-être dans la culture malinké, vous connaissez beaucoup. Donc, dans la culture malinké, les malinké fonctionnent toujours, ils fonctionnent toujours en fonction des écrits de l'islam, quoi. Donc, du coup, même dans nos mosquées, il y a une organisation qui est mise en place. Donc, ça fait qu'il y a certaines familles qui sont ces personnes-là qui font prier les gens à la mosquée. Il y a d'autres qui sont là pour être muezzins, pour appeler la prière. Et puis, il y a des gens qui sont là pour guider les gens dans la mosquée, pour dire, bon, placez-vous ici. Donc, c'est concernant l'histoire des Sénoufos. Donc, nous, chez nous, les Sénoufos, ce sont nos esclaves. Donc, on les a combattus. Ils sont quittés de là. Ils ont laissé tous les fétiches là. Donc, maintenant, ils ont décidé de devenir musulmans. Donc, le fait d'avoir décidé d'être devenus musulmans, donc on leur avait donné une petite place auprès des imams. Donc, dans l'organisation de la mosquée, ce sont ces Sénoufos qu'on appelle les Ouattara, les Koulibaly, toutes ces personnes-là, qui étaient tout le temps auprès de l'imam. Donc, quand il s'agissait d'un mariage, il fallait passer par ce Sénoufo-là, de telle sorte à ce qu'ils puissent organiser le mariage, il était le rabatteur, voilà. En fait. Et effectivement. Donc, en gros, c'était ça. Mais il y a une histoire qui s'est passée. Donc, il y a les Sénoufos, on les a rétrogradés à la dernière place de l'organisation de la mosquée. Donc, généralement, quand vous rentrez dans les mosquées les vendredis, tellement la mosquée elle est pleine, il y a des gens qui sont là pour dire, poussez ici, mettez-vous ici, faites un rang ici. Ah, la mosquée, l'intérieur est plein. Et puis souvent, maintenant vous mettre dehors. Souvent aussi, là, voilà. le derrière de leur boubou est percé. Effectivement. Donc là, de cette place-là, ils se sont retrouvés à cette place-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Soroguion, quoi, de héros à zéro. Donc, ce jour-là, il y a l'imam qui devait aller faire le djoula, ils appellent ça Wadibili quelque part, parce qu'il y avait un grand chef prêcher. Qui était décédé. Voilà, prêcher, voilà. Il y a un grand chef qui était décédé. Donc, dans les 7e jours, dans les 40e jours, il y a des imams qui viennent et puis ils entretiennent les gens. Donc, le Sénoufo, il avait tellement le privilège d'être la personne même qui est derrière l'imam. Donc, généralement, avant, le rôle qu'on leur donnait, tu vois, quand l'imam parle, ceux qui assistent au prêche, il y a une personne qui est toujours là pour dire imam, Kosebe, Afo, imam. Voilà, tu vois ces personnes-là. Easy. Lui-même, il parle plus fort que l'imam même. Effectivement. Donc, avant ce rôle-là était donné au Sénoufo. Je me souviens très bien, on était assis comme ça, et puis l'imam a commencé à dire Abessira Alanya, il était traduit en Doula, comme il n'est pas Doula, qu'elle est Père de Dieu. Le Sénoufo, il est derrière, il dit Namu, Kosebe, Esra Alanya. Maintenant, après, un moment, l'imam dit
a Esra Alanye, parce que Ala Kelempe, les BCK, c'est pas la timi, ni c'est nous wokono. Ce nous faut là. Au lieu de répondre, il dit, imam, est-ce que Allah BC Kokewa? Maintenant, l'imam, il a mal dirigé ça. Il dit, parce que en Afrique, quand il dit, quand quelqu'un parle, et puis quand il dit, c'est comme si la personne mentait. Donc, l'imam, il est perdu. Il répète. Il dit, Allah Kelempe, les BCK, c'est pas la timi, ni c'est nous wokono. C'est nous font là aussi, il répète encore, il dit, imam dit, Allah BC Kokewa. Donc l'imam n'a pas digéré. Après la cérémonie nette, conseil à la mosquée, le Sénoufo a été rétrogradé à la dernière place. Très bien. Et ça s'est passé au début. Très bien. Donc, c'est pas ça que je comptais faire. Et là, quand tu disais l'histoire, les vrais Sénoufos se sont déclarés, ils ont déclaré leur bien. Mais il faut savoir que quand l'histoire se passait, je peux prendre le risque de dire que nous-mêmes, on était témoins oculaires là-bas. Effectivement. Voilà, tout ça pour vous dire que... Vraiment, merci beaucoup, cher frère, pour cette brillante histoire. Comme une manière de dire vraiment que nous aimons tous ces peuples de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de fierté que nous faisons montre de notre gratitude à tous les peuples, sans distinction. Et surtout, prôner la paix, la fraternité humaine et surtout la justice sociale. C'est vraiment important. Lors des cérémonies de 40e jour, les femmes qui distribuaient les sacrifices là, il y a une femme Sénoufo, on a interdit à cette femme Sénoufo là de distribuer. Elle volait tout. Elle volait pas, chef frère. Elle mangeait. Elle volait pas. Elle disait beaucoup de choses. Maintenant, peut-être si le temps me permet, peut-être je peux la raconter bien une prochaine fois. J'ai vu le dimanche à Paris, là, il y a un Sénoufo qui demande, il dit non, le gâteau de Madame Blanc là, que lui, qui n'ont qu'à prendre sachet, ils vont couper et puis lui va mettre ça dans sa poche. J'ai dit, mais Sénoufo. Ça là. Les Sénoufo, ils font fort. Non, ils sont forts dans, ils sont forts dans Poué, là, ils font fort même. Donc, chef frère, moi aussi, j'ai créé le lien de téléchargement de Sénoufo qui devenait au Djeneka. Il n'y a personne pour l'instant. Non, donc, parce que le site est bloqué, je pense. Ouais, pour devenir au Djeneka. Tellement ils étaient pressés. Quand ils sont arrivés là, le site était bloqué à midi. Ok, mais j'ai pu avoir deux personnes, non. J'ai pu avoir Yann Koulou, qui a décidé de devenir au Djeneka. Dieu merci. J'ai pu avoir Sundiata, le concurrent. Donc là, je suis en train de voir avec les parents. Il y a un aussi qui s'est signalé au Koulibaly, Biton et puis Drabo, Abou. Eux, ils disent qu'ils sont prêts aussi. Ok, donc on va voir si on peut mettre peut-être quelque chose. On fait un troc. On met un peu d'argent sur Gausso Touré. On vous prend. Ça, c'est très vrai. Hein? Même si on ajoute au moins 5 000 sur Gausso Touré. On vous prend. Non, il faut rester, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. L'idée des trocs là, ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui doivent vendre même. Passage. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est pour dire que ces peuples-là sont merveilleux et très dynamiques. Et il faut qu'on respecte tout le monde dans sa dignité. C'est très important. Et cher frère, pour tout ce que tu as fait et pour vraiment aussi le respect à tous les auditeurs, c'est parmi nos habitudes que de donner à la dernière personne la possibilité de nous faire la conclusion. Et je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis sur les plateformes GAFA. Merci surtout d'être avec nous tous les jours et continuez à suivre les plateformes où vous gagnez quelque chose de plus en intelligence chaque jour. C'est la seule chose qui peut vous libérer. C'est vraiment très important. Et donc, cher frère, vous avez le dernier mot. Du coup, nous sommes au thème de notre, comme le dit TFMIT, notre vrai conseil des ministres. Donc, vraiment, je suppose qu'on a tous appris aujourd'hui. Donc, cette histoire qu'on a avec ces pestes-là qui viennent au sein du RHDP pour foutre le bordel, pour pouvoir nous diviser, nous allons toujours continuer notre combat. Maintenant, ce qui concerne le fait de regarder les vidéos des gens, des personnes qui sont là pour vous pomper vos énergies positives. Donc, vraiment, cher éclaireur, vous avez tout dit. Parce que même je vais prendre l'histoire de Dajjal pour pouvoir soutenir ce que vous avez dit. Les livres islamiques disent que lorsque Dajjal va arriver, il est demandé aux gens
lorsque Dajjal va réunir les gens, si tu sais que tu n'es pas un musulman averti, il ne faut pas aller écouter. Il faut s'éloigner de ce genre de personnes. Donc c'est pareil que les cyberactivistes qui infiltrent notre parti politique. Si tu sais que tu n'es pas une personne avertie, ces vidéos-là, il faut s'en séparer. Parce que, comme le disait le roi du printemps, ces personnes, ils sont dans un laboratoire de mensonges. Et le laboratoire de mensonges, là, il y a une personne qui existe, mais pas au sein du RHDP, mais qui est sur les réseaux sociaux, qui est la preuve vivante. Et cette personne-là, Ladji Chérif, très souvent joue ses vidéos dans son compatriote. Et il s'appelle, il est en Mauritanie, Steve Biko de la Mauritanie. C'est un super menteur. Il suffit juste de regarder. Et puis il argumente ces choses de telle sorte à ce que si tu n'es pas une personne qui a averti dans la politique, ou bien qui a une petite connaissance intellectuelle qui va te laisser berner par ce dernier-là. Regardez comment, dans ces vidéos, comment il ment. Laurent Gbagbo est parti à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est en train de rédiger un papier pour donner à Laurent Gbagbo. Ouattara va quitter le pouvoir. Il va venir rattraper ces 9 ans qu'il a perdu à la CPI. Alors que la vraie réalité, c'est que Laurent Gbagbo, il allait se soigner, mais ils ont profité. Ils veulent demander qu'on déclassifie les dossiers. Effectivement. C'est ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est du mensonge. Allez sur le site de la CPI, vous allez voir la vraie réalité là-bas. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on veut vous éviter aujourd'hui. Parce que quand on dit effectivement, nos militants, hein, comme il y a une personne qui a eu à le mettre dans ton commentaire d'hier, il dit les militants Djegewara. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire même. Donc, ça veut dire que nos militants, ils sont les premiers à aller dans des endroits où on parle un peu du bien du président de la République. Ils sont tous abonnés sur des pages. Moi, je n'ai confiance à aucune autre page autre que là, Éclairé Pro Vérité et Ladji Chérif. Les autres, là, en toute sincérité... Chef, les enchères, le marché commence bien. Hein? Il y a Mininia Sissé qui dit qu'elle est prête à troquer Gaussou contre 0 francs. Non, mais chacun donne son prix. donc, en gros, c'est pour dire à ces militants de ne pas rendre puissants ces personnes-là. Parce que sans le savoir, vous rendez puissants ces personnes-là. Et sans le savoir, ce sont ces nombres de vues que ces militants ont qui font que nos cadres sont distraits parfois. Ils sont tellement distraits par tout ce qui est comme Internet aujourd'hui, donc ils perdent la tête. Il suffit que on se sert de vous aujourd'hui pour nous faire mal. Donc, vraiment, chers militants, allez dans les endroits qui peuvent vous donner la pleine connaissance. Allez suivre des directs. Au sortir de ces directs-là, vous allez quand même apprendre quelque chose. Et sur la plateforme Éclairé Pro Vérité, ainsi que la plateforme Ladji, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Ladji, aujourd'hui, ses frères, c'est quelqu'un... On sait, il le dit tout le temps, il n'est pas allé loin à l'école. Non, mais il s'est beaucoup amélioré. Hein? Il s'est beaucoup amélioré. Il est la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir expliquer, pour pouvoir comprendre la philosophie d'une personne. Effectivement. Et c'est ce qu'a reçu, c'est ce qu'ont reçu nos pères. Ils ne sont pas allés à l'école, ils sont pas, mais stratégiquement, ils ont mis des choses en place de telle sorte à ce qu'ils puissent, nous, aujourd'hui, nous emmener à l'école. Donc, vraiment, c'est par ces mots-là que je comptais terminer. Et je dis merci à tous nos mères dans cet élan de solidarité-là. Parce que nous sommes vos fils. Vraiment, on a besoin que pour cette histoire de Bouzana, il faudrait que vous écriviez des tests. Donc, chers frères, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu mette cela dans la balance des bonnes actions. Que Dieu protège le président de la République. Que Dieu lui donne longue vie. Que tous ces esprits de division qui sont dans le RHDP, que ces esprits-là puissent tous sortir du RHDP. Vraiment, soutenons toujours le président de la République, parce que c'est lui qui est notre seul vecteur directeur. C'est lui que nous devons suivre. Si nous allons à gauche, on va à gauche. Donc, pour ces personnes qui se lancent dans des pages Facebook ou bien dans des directs afin de pouvoir soutenir un cadre du parti, cette personne ne connaît pas la ligne du combat. C'est quelqu'un qui est sorti des rails et qui veut mettre derrière lui énormément de militants qui va sortir aussi des rails. Quand c'est comme ça, c'est pas intéressant pour le président de la République.
Parce que nous nous reconnaissons en ce dernier-là. Donc, chef, c'est pas ça que je comptais terminer. Merci beaucoup et très belle soirée à tout le monde. Que Dieu nous protège tous. Merci, chef. Merci beaucoup.